Depuis le mois d'avril 2023, la guerre civile fait rage au Soudan. Elle a déjà fait plus de 8 millions de déplacés et jusqu'à 15 000 morts. Deux chefs militaires s'affrontent pour le pouvoir alors que la majorité de la population aspire à un gouvernement civil et démocratique. Ce conflit est assez peu médiatisé et mal compris. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'éclaircir un peu la situation, ce qui va nous obliger, comme souvent, à revenir plusieurs décennies en arrière. Entre conflits politiques, ethniques, religieux, convoitises autour des ressources en pétrole et en or, accrochez-vous, le sujet n'est pas simple. Et avant de continuer, un petit mot sur le partenaire de la région de l'actuel Soudan a toujours eu des liens plus ou moins profonds avec l'Égypte. Et elle passe réellement sous son influence administrative à partir du début du 19e siècle, lorsque le wali d'Égypte, Mehemet Ali, envahit le nord du Soudan actuel. Et le sud sera à son tour conquis plus tard, à la fin du siècle. Au même moment, ce sont les Britanniques qui s'implantent dans la région, devenus stratégiques du fait de la création du canal de Suez. Ils étendent leur influence sur l'Égypte et le Soudan, bien qu'officiellement l'Égypte reste indépendante et le Soudan sous contrôle conjoint de l'Égypte et du Royaume-Uni. Mais dans les faits, les Britanniques sont en mesure d'imposer leur volonté. Alors que les Égyptiens cherchent à unifier toute la région du cours du Nil, les Britanniques cherchent au contraire à empêcher ce processus afin de faciliter leur influence. Ils ne souhaitent pas un pouvoir égyptien fort et centralisé. Et administrativement, le Soudan est bien démarqué de l'Égypte et à l'intérieur même du Soudan, les parties nord et sud sont également délimitées. Ensuite, par différents traités, l'influence britannique sur l'Égypte s'estompe peu à peu au cours de la première moitié du XXe siècle et ils finissent par retirer complètement leurs troupes en 1952. Puis, en 1956, c'est au tour du Soudan d'accéder à l'indépendance. L'Égypte aurait souhaité une unification Égypte-Soudan, mais accepte l'indépendance du Soudan car c'est la seule façon, à ses yeux, d'en finir avec la présence britannique dans la région. On le voit donc, le Soudan, dans ses frontières connues aujourd'hui, est une création égyptienne et britannique, sujette aux volontés d'influence des uns et des autres. Mais dans les faits, elle est peuplée de communautés aux cultures très marquées. On sépare habituellement le nord, considéré comme arabo-musulman, et le sud, noir et chrétien animiste. Mais c'est plus complexe que ça. Ce schéma n'est pas vrai partout et tout le temps, et chaque grand groupe de population est composé d'une multitude de sous-groupes. Bref, en 1956, ça ne fait pas forcément sens d'avoir un État dans les frontières représentées ici. Une situation qui est bien connue et qu'on a rencontrée un peu partout en Afrique au moment des décolonisations. Ensuite, après son indépendance, le Soudan n'a connu presque que des périodes d'instabilité. En fait, dès 1955, donc un an avant son indépendance, des groupes rebelles du Sud s'insurgent. Les populations du Sud ne se sentent en fait pas représentées à l'intérieur de ce nouveau Soudan et souhaitent une indépendance du Sud. Un conflit armé éclate, une première guerre civile qui dure de 1955 à 1972, avec des intensités variées au fil du temps. Et elle prend fin avec la signature d'un traité accordant une certaine autonomie au Soudan du Sud. Ensuite, la deuxième guerre civile, qui est la suite directe de la première, oppose à nouveau le nord au sud et dure de 1983 à 2005, cette fois-ci 21 ans. Il y a deux causes majeures. Le président Gaafar Nimeri impose peu à peu des lois afin de se rapprocher de la charia islamique, ce qui est intolérable pour les populations non musulmanes du sud du pays. Et surtout, en 1983, il met fin à l'autonomie du Sud acquise suite à la première guerre civile. Cela entraîne la reprise du conflit armé, et en 2005, finalement, un traité de paix est signé entre le gouvernement soudanais et les rebelles. L'accord prévoit l'autonomie du Soudan du Sud pour 6 ans, puis l'organisation d'un référendum d'indépendance. En 2011 a donc lieu ce référendum, qui est un plébiscite puisqu'officiellement 98,83% des votes sont en faveur de l'indépendance. Le Soudan du Sud devient donc un État à part entière. Alors la perte du Soudan du Sud signifie aussi pour le Soudan la perte d'une très grande partie de ses revenus pétroliers, puisque 75% des réserves sont situées dans le sud. Mais le Soudan du Sud continue de faire transiter son pétrole via des pipelines par le Soudan pour rejoindre Port-Soudan, où il est alors exporté à l'étranger. Le Soudan impose donc un droit de péage pour l'utilisation de ces pipelines, qui peut être très élevé, jusqu'à 25 $ par baril, ce qui est vraiment beaucoup. Alors ici on a parlé d'opposition nord-sud, mais ce n'est pas la seule opposition menant à la guerre qui existe. Il y a de nombreuses tensions entre communautés, tribus, ethnies, et d'ailleurs même au Soudan du Sud, après l'indépendance, une guerre civile éclate. Elle a des raisons politiques également, mais c'est en gros un affrontement entre les ethnies Dinka et Nouer, et elle dure de 2013 à 2020. Au nord, au Soudan, de nombreuses rivalités ethniques existent aussi. Il faut évoquer le conflit au Darfour, qui est indispensable à comprendre pour expliquer ensuite la guerre civile qui est en cours aujourd'hui. Le Darfour, c'est une région située dans l'ouest du pays, à la frontière avec le Tchad. Son climat est sec, mais les monts Mara, massifs montagneux qui culminent à plus de 3000 mètres, offrent à la région un peu d'eau et donc permet une agriculture modeste, et on y trouve aussi des gisements d'or et de pétrole.
Plusieurs communautés y vivent, dont les Fours, qui donnent leur nom à la région, les Arawas dans le nord, les Massalites à la frontière tchadienne, et les Arabes. Alors, il faut comprendre qu'au Soudan, le terme arabe ne renvoie pas nécessairement à une ethnicité. En fait, pour simplifier, lorsque les individus ne parlent pas un dialecte tribal, mais l'arabe au quotidien à la maison, ils sont considérés comme arabes. Le Darfour est très peu développé, en fait le pouvoir central soudanais néglige largement les régions périphériques, où il investit très peu dans les services et infrastructures publiques. Alors le Darfour a déjà été le théâtre de conflits entre communautés par le passé, mais en 2003 débute un nouveau conflit. Des Arabes bergers nomades venus du nord sont poussés par la sécheresse et la désertification vers le sud, ce qui génère des tensions avec les populations non arabes et sédentaires, donc plutôt des agriculteurs, et notamment les Arawa. En parallèle, le Darfour était aussi sujet à des rébellions internes face au pouvoir de Khartoum. 2 groupes armés rebelles sévissaient, l'Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et l'égalité. Pour en venir à bout, Khartoum décide de soutenir des milices armées arabes, appelées Janjaweed, pour combattre contre ces 2 groupes rebelles du Darfour. Les Janjaweed sont surtout composés de ces Arabes venus du nord du Darfour, mais pas que. Certains sont effectivement des nomades, pauvres et poussés par la sécheresse, mais d'autres sont déjà des miliciens depuis les années 80 ou 90 et ont combattu au Tchad par exemple pour Kadhafi. Bref, il ne faut pas voir les milices Janjaweed comme des entités homogènes, que ce soit sur le plan ethnique ou même sur les raisons qui poussent leurs membres à s'y engager. On a donc des groupes rebelles du Darfour en conflit avec les forces du gouvernement soudanais et les milices Janjaweed. Les Janjaweed notamment commettent des atrocités envers les civils, le but est de terroriser les populations pour les obliger à fuir et ainsi faire perdre son ancrage local aux groupes rebelles darfouriens. Les Janjaweed cherchent aussi à piller, le pillage représentant une grande partie de leurs revenus. Le conflit est le plus intense entre 2003 et 2006, mais perdurera par la suite à plus basse intensité. Il a fait des centaines de milliers de déplacés et entre 130 000 morts pour les estimations les plus basses et 400 000 pour les plus hautes. Et ces estimations incluent les morts du fait des maladies et famines qui représentent bien les 2/3 aux 3/4 des victimes. Et pour complexifier le tout, il faut noter qu'au sein même des groupes rebelles darfouriens, des tensions ont lieu entre les commandants appartenant à différentes communautés, notamment entre les Fours et les Arawa. Ensuite, à partir de 2005, des membres des milices Janjaweed sont intégrés à l'armée, notamment dans les gardes frontières. Et en 2013, ces membres intégrés deviennent les FSR, les forces de soutien rapide. Le commandant des FSR est un certain Mohamed Hamdan Dogolo, dit Emeti, un riche homme d'affaires. Le commandant en second n'est autre que son frère, et les membres du commandement sont tous issus du même clan que les 2 frères, le clan Maharia du groupe arabe Rizaikat, des Arabes du nord Darfour. Alors ces Arabes sont considérés comme arabes par les populations non arabes du Darfour, mais comme des Arabes disons de seconde zone par les Arabes du Nord, ceux de Khartoum, la classe dirigeante. On a donc maintenant un groupe paramilitaire, les FSR, qui sont utilisés par le pouvoir, on l'a vu au Darfour, mais aussi pour mater des rébellions dans les états des Kordofans méridional et du Nil bleu par exemple, mais ils servent aussi comme mercenaires à l'étranger, comme en Libye aux côtés du maréchal Haftar dans le cadre de la guerre civile libyenne, ou encore au Yémen pour le compte des Émirats arabes unis contre les Houthis, où ils se feront d'ailleurs massacrer. Voilà, on a donc parlé des 2 guerres civiles qui ont mené à la sécession du Soudan du Sud en 2011, puis des conflits au Darfour et la création des milices Janjaweed transformées en forces de soutien rapide, FSR. Ajoutons maintenant un autre élément. Depuis 1989, le même homme, dont on n'a pas encore parlé, est à la tête de l'État soudanais, Omar al-Bashir. Arrivé au pouvoir via un coup d'État, c'est un ancien militaire, proche de la mouvance islamiste, et il vient d'une tribu arabe du nord du pays, comme presque toute la classe dirigeante, à Khartoum. La perte du Soudan du Sud en 2011 et l'aggravation économique que ça a engendré déstabilisent le pouvoir d'al-Bashir. Cela mènera à des manifestations populaires à Khartoum et dans d'autres villes à partir de 2018 qui seront réprimées violemment. Et enfin, ça mènera à la destitution du président en 2019 après 30 ans de règne par l'armée avec l'appui des FSR. Et le fait que ce soit l'armée qui ait porté le coup de grâce à al-Bashir donne l'impression à la population que cette révolution leur a été volée. Et suite à ce coup d'État, un conseil de souveraineté est mis en place pour diriger le pays, composé à la fois de civils, de militaires et de chefs de groupes rebelles à partir de début 2021. C'est un conseil de transition censé durer 39 mois avant l'organisation d'élections démocratiques. Le président de ce conseil est Abdel Fattah al-Burhan, militaire ayant mené le coup d'État, et Mohamed Hamdan Dogolo, Emeti, vous vous rappelez, c'est le chef des FSR depuis 2013, en est le vice-président. Et cette présidence du Conseil est censée passer aux civils après 21 mois. Mais ce régime est très instable, le pays fait toujours face à de gros problèmes économiques, et en septembre 2021, une première tentative de putsch menée par des civils et militaires proches de l'ancien régime d'al-Bashir échoue. Et finalement, un mois plus tard, en octobre, c'est le président du Conseil de souveraineté, le général al-Burhan, qui mène un nouveau coup d'État, et celui-ci réussit.
L'état d'urgence est déclaré, le Conseil de souveraineté est maintenu, mais la quasi-totalité des civils qui y siégeaient sont remplacés. En fait, sans rentrer dans les détails, de nombreuses négociations ont lieu, également sous la pression internationale, de nombreuses aides de l'Union européenne, des États-Unis ou de l'ONU sont gelées, et des accords sont signés pour mettre en place une nouvelle transition vers la démocratie, alors que la population continue de manifester son mécontentement dans la rue. Mais dans les faits, Al-Bourhan tente en fait de s'accaparer le pouvoir. Il gagne du temps et cherche des soutiens, également du côté des islamistes proches de l'ancien régime d'Al-Bashir. Des négociations ont également lieu pour intégrer les FSR à l'armée. Hemeti ne le souhaite pas, et c'est là que les tensions montent entre le camp d'Al-Bourhan, soutenu par l'armée, et celui d'Hemeti avec sa FSR. Les FSR commencent à recruter des combattants un peu partout à travers le Soudan, et en avril 2023, les premiers combats éclatent. On a donc là un affrontement entre l'armée, disons, régulière et fidèle à Al-Bourhan et les FSR d'Hemeti. Aujourd'hui, sur le terrain, après un an de combat, la situation est plutôt à l'avantage des FSR qui tiennent une bonne partie de Khartoum et ses environs, ainsi que quasiment tout le Darfour. La ville la plus importante du Darfour, Al-Fashir, est néanmoins encore disputée entre les deux belligérants au moment où j'écris cette vidéo, et le gouvernement d'Al-Bourhan s'est quant à lui déplacé à Port-Soudan dans le nord-est pour se mettre en sécurité. On notera également que d'autres groupes rebelles combattent sur place, certains issus des guerres civiles du passé, représentant parfois certaines ethnies. Le conflit a déjà fait 8,5 millions de déplacés, la plupart ayant fui les environs de Khartoum, et il y aurait eu entre 14 000 et 15 000 morts civils pour un peu plus de 30 000 blessés selon l'ONU. D'autres sources, essentiellement de tribus locales, font état de milliers de morts seulement dans certaines petites parties du pays. Localement, les populations sont victimes de crimes de guerre, exécutions sommaires, viols, pillages, tortures. Et on le sait, les déplacements de population au Soudan ont par le passé déjà mené à davantage de morts dues à la famine ou aux maladies. Alors, ces deux factions rivales cherchent du soutien à l'international pour légitimer leur position au Soudan. On va donc essayer de faire un tour rapide de ces soutiens, même si ce n'est pas toujours extrêmement clair. Du côté de l'Égypte, on est plutôt sur un soutien à Al-Bourhan. Outre le fait que le leader égyptien Al-Sisi est connu et crée des liens avec Al-Bourhan lorsque ce dernier a fait ses classes militaires en Égypte, Al-Sisi considère qu'une démocratie à sa frontière sud menacerait son propre pouvoir autoritaire en Égypte en donnant des idées révolutionnaires à ses opposants. Il préfère donc voir un pouvoir issu des militaires traditionnels au Soudan. Par ailleurs, que ce soit en Égypte ou au Soudan, les officiers militaires sont aussi des hommes d'affaires. Ils dirigent des entreprises, des banques, des sociétés de commerce, des fermes, etc. Et les militaires égyptiens ont des actions dans des entreprises dirigées par des militaires soudanais et vice-versa. Il y a donc un intérêt commun à se soutenir mutuellement. Ensuite, au sud, l'Éthiopie soutient plutôt Hemeti. Du temps d'Al-Bashir, Al-Bourhan était un officier militaire en charge des frontières avec l'Éthiopie et soutenait une intervention armée dans le Fashaka, où des fermiers éthiopiens revendiquaient des terres. Il a donc une mauvaise réputation en Éthiopie. De plus, Hemeti a réalisé des investissements en Éthiopie, certaines de ses entreprises coopèrent notamment avec des Émiratis basés dans le pays, mais l'Éthiopie pourrait bien ne pas prendre de risques et soutenir la faction qui semble le plus tendre vers la victoire, de peur de se faire un ennemi dans une région déjà très instable. Au nord-ouest, on a la Libye, elle-même en proie à une guerre civile. La faction contrôlant les terres frontalières avec le Soudan est celle dirigée par le maréchal Haftar. Alors il est parfois considéré que Haftar soutient Hemeti, mais il faut être prudent à ce sujet. Hemeti a reçu de l'aide, donc carburant, munitions, de tribus combattant avec Haftar et opérant dans le sud de la Libye. Mais c'est parce que Hemeti a payé pour ce carburant et ces munitions, et aussi parce que ces tribus ont parfois des liens avec les communautés arabes darfouriennes dont Hemeti et les commandants des FSR sont issus, et donc hostiles à Al-Bourhan. Mais c'est très nébuleux et ça ne confirme pas une opposition ferme et définitive à Al-Bourhan ou un soutien sans faille vers Hemeti. La Libye est tout aussi instable, mais ce qu'il faut retenir c'est que des armes circulent à la frontière. Ensuite, on a le Tchad qui a entretenu de bonnes relations globales avec le Soudan depuis le début des années 2010, puis s'est rapproché du camp d'Hemeti, notamment car celui-ci a enrôlé dans les FSR de nombreux rebelles tchadiens, qui n'opéraient donc ensuite plus sur le territoire tchadien. Mais la situation est plus compliquée que ça pour le Tchad. Du fait des conflits, de nombreux déplacés soudanais ont passé la frontière et se retrouvent aujourd'hui au Tchad, qui se retrouve à devoir, si ce n'est s'occuper, au moins se préoccuper à un minimum d'une situation humanitaire tendue sur son territoire. Il craint aussi qu'avec une victoire des FSR, la situation au Darfour, et donc directement à sa frontière, devienne à nouveau explosive étant donné les conflits historiques entre les Janjaouides et les communautés darfouriennes non arabes. Ensuite, on a le cas des Émirats arabes unis. Alors les Émirats soutiennent clairement Hemeti, on le rappelle, les FSR ont servi pour leur compte au Yémen contre les Houthis en 2018, et les Émirats se méfient de la tendance d'Al-Bourhan à rassembler autour de lui les islamistes anciennement proches du régime al-Bashir. Les Émirats livrent des armes et munitions aux FSR, notamment via le Tchad ou la Libye.
Et enfin, on peut citer la Russie via la société militaire privée Wagner et ses héritiers aujourd'hui après la mort de son leader Prigojine. Alors avant le conflit, Wagner était impliqué dans la contrebande d'or depuis les mines soudanaises, dont certaines opérées par des sociétés appartenant à Emeti. Le Soudan est le 3e producteur d'or en Afrique, environ 80% de la production est exportée en contrebande et notamment en Russie, et selon un cadre d'une mine d'or soudanaise interviewé en 2002 par Le Télégraphe, 30 tonnes d'or partiraient vers la Russie chaque année, transportées par petits avions et via des aéroports militaires pour éviter la douane. La Russie n'a pas intérêt à voir un régime démocratique revenir au Soudan, cela sonnerait sûrement la fin de son business de l'or tel qu'il est aujourd'hui. Et Emeti étant le partenaire historique dans ce domaine, il est soutenu par l'intermédiaire de Wagner puis de ses héritiers. Autre point essentiel, en février 2023, la Russie avait conclu un accord pour établir une base navale russe à Port-Soudan. Alors l'avenir nous dira comment la Russie tentera de gérer ce point. Si le conflit finit par se geler, avec le camp d'Al-Bourhan contrôlant la partie nord-est incluant Port-Soudan, que la Russie parviendra-t-elle à confirmer l'établissement de cette base alors qu'elle aura plutôt soutenu Emeti ? Donc on le voit, la situation au Soudan est critique, d'autant plus qu'on ne voit pas d'issue favorable aux populations à cette guerre civile. Quel type de régime pourrait être mis en place, que ce soit sous Al-Bourhan ou sous Emeti ? Les problèmes de fond ne sont pas réglés, des groupes armés rebelles sont toujours présents, avec des frontières poreuses par lesquelles passent des milices et des armes, le pays est toujours amputé de la majeure partie de ses revenus pétroliers, les périphéries sont toujours délaissées par le pouvoir public, bref, le Soudan ne parvient toujours pas à sortir de presque 70 ans d'instabilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la mettre en avant en mettant un pouce en l'air ou même un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, on a dépassé les 300 000 abonnés et vous êtes nombreuses et nombreux à regarder la chaîne.